Alors, je donne la parole à professeur Samira Tizki pour présenter l'hypertension artérielle chez l'enfant. Bonjour. Je remercie énormément mon association pour la chance qu'il m'a donnée pour pouvoir vous parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle de l'enfant. Vous savez que l'hypertension artérielle chez l'enfant est une entité qui est mal connue et qui est sous-diagnostiquée. Donc, il est beaucoup moins fréquente chez elle est beaucoup moins fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, elle a une fréquence de 3,5% chez l'enfant. Et il faut dire également que 74% des HTA ne sont pas diagnostiqués chez l'enfant et malheureusement, c'est des HTA stade 2. Voilà. Donc, ce qui est recommandé en fait, c'est de faire une mesure systématique annuelle chez tout enfant qui a plus de 3 ans. Ça veut dire au cours des consultations annuelles systématiques de l'enfant. Et le dernier mot que je veux dire pour l'introduction, c'est que toute hypertension artérielle de l'enfant nécessite une exploration à la recherche d'une étiologie, chose qu'on ne fait pas assez souvent chez l'adulte. Donc, à travers cette présentation, on va voir d'abord quelques grandes notions de l'hypertension artérielle et puis on va voir quelques cas cliniques pour voir l'application de ces recommandations. Donc la première question qu'on va se demander, c'est quand mesurer la tension artérielle chez l'enfant. Alors, la mesure de la tension artérielle chez l'enfant doit faire partie de l'examen clinique de l'enfant. Essentiellement chez les enfants de plus de 3 ans, au cours de chaque examen clinique systématique, ça veut dire annuellement, et avant 3 ans, s'il s'agit d'une population à risque, comme les prématurés, les RCU, les cardiopathes, les uropathes, les enfants avec antécédent de pyélonéphrite aiguë et les enfants ayant un antécédent familial rénal. Et aussi devant des signes cliniques d'appel, comme la cassure de croissance, un syndrome polyuropolydipsique et les convulsions. Et à chaque consultation, quand il s'agit d'une situation à risque, essentiellement chez les enfants obèses qui ont des antécédents rénaux, des antécédents de coarctation, des enfants qui prennent des médicaments qui sont pourvoyeurs de l'hypertension artérielle et les diabétiques. Donc la deuxième question à ce niveau-là qu'on va se demander, c'est comment mesurer la tension artérielle. Ça paraît une question banale, mais elle a beaucoup de répercussions pour la suite de la prise en charge de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre la tension artérielle au calme, ça veut dire après 5 minutes de repos, chez un enfant qui est allongé ou assis. Le bras doit être mis sur un support qui est droit et ne pas hésiter à reprendre la tension artérielle au moins 2 mesures. Et si on suspecte l'HTA, il faut prendre plus de 2 mesures, ça veut dire 3 mesures. Mais le point essentiel qui fait toute la différence de la pédiatrie, c'est le brassard. Alors, le brassard doit être adapté, et pour avoir un brassard adapté, c'est un brassard qui doit couvrir les 2/3 de la hauteur acromion ou les crânes, et il doit couvrir plus de 80% de la circonférence du bras. Donc, ceci dit, que pour l'enfant, on aura besoin de plus d'un brassard, donc on aura besoin de beaucoup de brassards qui dépendent de l'âge et aussi de la corpulence. Un enfant qui est obèse nécessitera un brassard beaucoup plus grand de taille par rapport à un enfant qui a une corpulence normale. Alors, par exemple, chez le nouveau-né, on aura besoin d'un brassard qui a une largeur de 4 cm et une longueur de 8 cm. Pour un enfant, un brassard de 9 cm de largeur et de 18 cm de longueur. Et pour l'enfant obèse, bien sûr, ça devrait être des brassards de grande taille. Donc, la source de la prise de la tension, la source d'erreur pendant la prise de tension peut être due à plusieurs facteurs.
Le premier facteur, c'est le patient. Parfois, et pour la plupart, c'est pas parfois, mais c'est la plupart des enfants, c'est des enfants qui sont nerveux, qui sont agités, donc on aura du mal à avoir une tension artérielle bien prise. Le deuxième point, c'est les équipements. Pour la plupart des pédiatres, on a du mal à avoir des brassards qui sont adaptés par rapport à la taille. Et puis parfois, quand on les a, on a du mal à les brancher avec le Dynamap, ce qui nous arrive en fait au service. Alors, et puis la technique. Pour la technique, il faut toujours prendre plus de 3 prises de tension artérielle. Et puis, excusez-moi. Alors, la technique. Et puis, je voulais juste dire qu'il ne faut jamais mettre le stéthoscope au-dessous du brassard quand on va faire une prise manuelle. Alors, comme vous savez, il y a 2 modalités de prise de la pression artérielle. Donc, une méthode auscultatoire qui va avoir besoin d'un manomètre et un stéthoscope. Et il y a une méthode oscillométrique qui aura besoin d'un dynamap. Alors, pour le nouveau-né et le nourrisson, ce qui est le plus recommandé, c'est d'utiliser la méthode oscillométrique qui donne plus de chiffres interprétables chez le nouveau-né. Alors là, à ce niveau-là, on a pris la tension artérielle. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette hypertension artérielle? Donc, comment on va interpréter la tension artérielle de l'enfant? Alors, il faut faire la part entre 2 tranches d'âge, les moins de 1 an et les plus de 1 an. Donc, pour les moins de 1 an, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recommandations. Donc, c'est généralement des chiffres qui sont des recommandations qui dépendent en fait du sexe et de l'âge. Et puis, pour les plus de 1 an, il y a beaucoup plus d'études et beaucoup plus de références qui nous permettent de bien interpréter l'hypertension artérielle. Alors, pour le nouveau-né, on va parler d'une hypertension artérielle quand la tension artérielle chez un nouveau-né à terme est supérieure à 90-60 mm de mercure. Et pour les nourrissons de 2 mois à 1 an, donc une hypertension artérielle chez un nourrisson de 2 mois est définie par une tension artérielle supérieure à 101,64 et chez les nourrissons de 1 an, supérieure à 105,67 mm de mercure. Alors, contrairement aux enfants de plus de 1 an, il y a 2 grandes écoles. On a 2 types de recommandations. Il y a des guidelines européennes qui sont apparus en 2016. Alors, la particularité de ces guidelines, c'est qu'ils en fait, les facteurs qu'ils ont, enfin, les facteurs qu'ils ont étudiés, c'est l'âge, c'est la taille et c'est le sexe. Donc, c'est des courbes, c'est des tableaux qui dépendent de la taille, qui dépendent du sexe et qui dépendent de la taille, du sexe et, je voulais dire, de l'âge. Voilà. Alors, par contre, la particularité de ces courbes-là, c'est qu'il n'y a pas le 50e percentile. Alors, pour le 50e percentile, c'est des chiffres qui sont nécessaires pour pouvoir suivre les enfants qui portent une maladie, qui sont suivis pour une maladie rénale chronique, parce que c'est l'objectif de notre suivi et notre traitement. Alors, contrairement aux recommandations américaines, alors c'est des recommandations qui sont apparues en 2017 et ils nous ont donné des courbes, des références qui dépendent d'abord de l'âge, du sexe et de la taille en centimètres. Donc, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, en résumé, il y a 2 types de recommandations, soit des recommandations européennes, soit des recommandations américaines. Alors, la définition de l'hypertension artérielle dans les recommandations américaines de 2017, il sépare en fait entre 2 groupes, les moins de 13 ans et les plus de 13 ans. Alors pour les moins de 13 ans, on parle d'une hypertension artérielle stade 1 quand la tension artérielle est entre 95e percentile et 95e percentile plus 12 mm de mercure. Et pour le stade 2, c'est quand on a une tension artérielle supérieure à 95e percentile plus 12 mm de mercure. Alors pour les plus de 13 ans, on parle d'une hypertension artérielle stade 1
quand on a une tension artérielle qui est comprise entre 130 80 à 139 89 mm de mercure. Et pour l'hypertension stade 2, on parle d'une hypertension artérielle quand on a plus de 140-90. Pour les recommandations européennes, alors les plus de 13 ans, ça rejoint l'adulte, et pour les plus de 16 ans, ça rejoint l'adulte, et moins de 16 ans, on parle d'une hypertension artérielle stade 1 quand on a une tension artérielle comprise entre 95 et 99 plus 5 mm de mercure, et l'hypertension stade 2, c'est quand on a une tension artérielle supérieure à 99 percentiles plus 5 mm de mercure. Donc maintenant, on a survolé les grands chapitres de l'HTA. Maintenant, place au cas clinique. Donc on va commencer par le premier cas clinique. Donc c'est un garçon de 15 ans, né à terme, une croissance normale, qui est pubère. Elle a un antécédent d'ectopie testiculaire opéré à l'âge de 15 mois. Les parents ne sont pas consanguins, quatrième d'une fratrie de 4, sans antécédents familiaux, et qui consulte aux urgences pour sueur nocturne, céphalée, vomissements, asthénie, anorexie depuis 3 semaines. Donc, la mesure de la pression artérielle, elle a objectivé 200 de systolique et 130 de diastolique, la fréquence cardiaque à 130 et la température à 37,5. Donc, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc, je vous rappelle que c'est un malade qui vient aux urgences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser la tension artérielle? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Le Loxène. Donc, c'est le Loxène en intraveineux. D'accord, c'est ça, effectivement. Donc, on est devant une urgence hypertensive. Pourquoi? Parce que la tension artérielle, elle est au-delà de 20% du stade 2 de l'HTA et ça risque d'avoir des complications neurologiques, à savoir un AVC, un coma, une encéphalopathie hypertensive, des complications cardiaques comme l'insuffisance cardiaque et des complications ophtalmologiques ou rénales. Donc on va donner effectivement du Loxène en intraveineux, en SAP, avec une dose de charge à 10 à 20 microgrammes par kilo, et puis on va passer à 0,5, de 0,5 à 3 microgrammes par kilo par minute. Toujours signaler qu'il ne faut jamais faire baisser la tension artérielle de façon brutale, mais aller progressivement à raison de 20% toutes les heures. Deuxième question, qu'est-ce que vous allez chercher à l'examen clinique? Donc, après avoir stabilisé le malade, qu'est-ce qu'on cherche à l'examen clinique? On va chercher les complications, oui. La bandelette, oui. L'examen neurologique, oui. L'examen cardiaque, oui. Fond d'œil, oui, oui. Les pots fémoraux, oui. D'accord. Donc, l'interrogatoire. Objectif que l'enfant présente depuis 2 mois des sueurs nocturnes, une polydipsie, des troubles vasomoteurs de type sueur, des flushs au niveau des genoux et des coudes, une sensation de chaud-froid et constipation. L'examen est normal et il n'y a pas de masse. Alors, à quoi vous pensez? Un phéochromocytome? D'accord. Donc, avant de parler du phéochromocytome, on va d'abord aborder les étiologies de l'HTA, de l'hypertension artérielle chez l'enfant. Donc, les étiologies de l'hypertension artérielle de l'enfant, ils sont dominés par les causes rénales, dans 40 à 70% des cas. Ça veut dire toutes les atteintes rénales, que ce soit glomérulaire, que ce soit uropathie malformative, que ce soit des insuffisances rénales, des polykystoses et tout peut donner une hypertension artérielle. Suivi par l'HTA rénovasculaire. Alors, quand on parle de l'HTA rénovasculaire, ça veut dire qu'il y a un obstacle au niveau artériel, essentiellement des artères
artères rénales, un syndrome médio-aortique, une thrombose des artères rénales. Parfois, on peut trouver des thromboses et des sténoses. Et puis, il y a les causes endocriniennes. Alors, les causes endocriniennes, ils sont dominées par les excès de glycocorticoïdes et des minéralocorticoïdes. On peut aussi trouver des maladies thyroïdiennes. Alors, pour la cause cardiaque ou cardiovasculaire, elle est dominée par la coarctation de l'aorte et l'artérite de Takayasu. Et puis, les causes du système nerveux central, ils sont surtout liées à une dysautonomie. Et puis, les causes malignes, alors il ne faut jamais oublier qu'un néphroblastome peut donner une hypertension artérielle, neuroblastome, phéochromocytome, donc toutes ces maladies peuvent se manifester par une hypertension artérielle. Et bien sûr, il y a aussi les médicaments qui peuvent se compliquer quand ils sont donnés à de grandes quantités ou des doses toxiques peuvent donner une hypertension artérielle chez l'enfant. Donc, alors, pour le bilan, pour les causes rénales, bien sûr, on va faire une écho-cœur et écho-doppler de l'aorte. Pour éliminer les causes rénales, on va faire une bandelette urinaire. On va faire aussi la fonction rénale, l'écho rénal, la scintille ou DMSA. Pour les causes endocriniennes, on peut faire l'écho abdominal, dosage des catécholamines, dosage un bilan thyroïdien et une scintille MIBG. Pour les causes rénovasculaires, on va doser la rénine, aldostérone, Doppler, angioscan et angiographie. Les causes toxiques, ne jamais oublier le mercure, parfois il peut donner de l'hypertension artérielle. Et finalement, il y a des causes monogéniques qui sont des causes beaucoup plus rares, qui sont génétiques et familiales. Donc, notre malade, si on résume, elle a une tachycardie, une malaise et des sueurs, une altération de l'état général associée à l'hypertension artérielle, ce qui va orienter vers un phéochromocytome. Donc, quel est le bilan que vous allez demander? Les catécholamines urinaires, oui, mais il y a des phéochromocytomes qui ne sont pas sécrétants. Échographie, écho abdominal, d'accord, ok. Donc, on va commencer d'abord par un bilan biologique. Alors, au niveau du bilan biologique, sur la NFS, il y a une hyperleucocytose, fonction rénale qui est normale, un ionogramme qui est normal, une CRP qui est élevée avec une ferritilémie élevée, un bilan phosphocalcique qui est normal, un bilan hépatique normal, bilan d'hémostase normal, une protéinurie qui est négative et un ECBU qui est normal. Alors, effectivement, sur l'échographie abdominale, on a pu objectiver une masse polylobée de la loge surrénalienne droite qui est régulière, d'écostructure hyperéchogène, finement hétérogène. Et on a complété par une IRM abdominale qui a montré une volumineuse masse surrénalienne droite dont l'aspect suggère un phéochromocytome. On a fait, bien sûr, les catécholamines urinaires sur 3 jours, qui étaient très élevés avec leur métabolite, et ça oriente vers un phéochromocytome qui est sécrétant. Donc la conduite à tenir après, c'était d'abord de voir le retentissement de l'HTA. Donc on avait fait une échographie qui a montré une HVG, examen ophtalmo qui est normal, microalbuminurie qui était légèrement élevée. Et le traitement, on a procédé par le traitement de l'HTA en relais avec du Loxène par un régime hyposodé et une vasodilatation grâce à un inhibiteur classique, un alpha-bloquant, et on a obtenu à la fin une tension artérielle qui était correcte à 128,74 mm de mercure. Donc, et puis après, on a fait un traitement étiologique par une chirurgie exérèse de la tumeur, bien sûr après avoir fait un bilan d'extension à la recherche d'autres localisations du phéochromocytome. Donc si on résume, le phéochromocytome est une tumeur médulo-surrénalienne qui est rare chez l'enfant, qui est caractérisée par une triade, céphalie pulsatile, palpitation, sueur et HTA paroxystique. Donc le diagnostic il est fait par le dosage des catécholamines au niveau du sang et des urines avec leur métabolite. La TDM et l'IRM permettent la confirmation du diagnostic et la scintigraphie à la MIBG
permet la recherche d'autres localisations. Et le point et le challenge de tout phéochromocytome avec HTA, c'est la préparation avant le geste chirurgical. Donc il faut bien maîtriser la tension artérielle. Du coup, donc, on a mis le malade sous 2 antihypertenseurs. Donc, un deuxième cas clinique, ce sera maintenant le tour de la néonate. Donc, il s'agit d'un nouveau-né à terme, une fille unique, H3 de vie, hospitalisée pour une détresse respiratoire. On note une consanguinité premier degré, une grossesse qui était bien suivie avec des sérologies négatives, mis à part la rubéole. L'échographie anténatale montre de gros reins hyperéchogènes avec oligoamnios. Anamnèse infectieuse négative, il n'y a pas de pathologie maternelle ni familiale, un accouchement par voie basse, Apgar à 7 dixièmes passé à 8 dixièmes, et le poids taille à la naissance et le périmètre crânien étaient normaux. Donc l'examen clinique retrouve un nouveau-né légèrement cyanosé, normotherme, polypnéique, tachycarde, une saturation à l'air libre à 90, un temps de recoloration inférieur à 3 secondes, une tension artérielle à 120 sur 80, une glycémie capillaire à 0,8 et un score de Silverman à 3 dixièmes. L'examen clinique retrouve également une hypotonie généralisée, une fontanelle antérieure normotendue, l'auscultation pleuropulmonaire et cardiaque sans particularité, et l'examen clinique retrouve 2 gros reins avec un contact lombaire, il n'y a pas d'hépatosplénomégalie, et le reste du bilan malformatif clinique est négatif. Donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? D'accord. D'autres diagnostics à évoquer? Alors, les examens à demander? Échographie, bien sûr. Bien sûr. Donc, la radiothorax, parce que le malade est hospitalisé pour une détresse respiratoire. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est la radiothorax. Donc, la radiothorax retrouve cardiomégalie. Donc, surtout ça. Alors, au niveau du bilan, on a sur la NFS, on a l'hémoglobine à 11, donc une anémie. La fonction rénale, il est un peu limite, enfin, il est un peu élevé. Et on note surtout une hyponatrémie à 129, la CRP négative, ferritinémie élevée, un bilan phosphocalcique qui est normal, hépatique normale, hémostase normale, une protéinurie qui est négative. Donc, on avait fait une écho vésico-rénale et abdominale qui ont montré le rein droit et le rein gauche qui sont augmentés de taille, un parenchyme hyperéchogène dédifférencié avec la présence de multiples kystes. Et l'écho abdominal est normal, essentiellement au niveau du foie, il n'y a pas de lésion kystique au niveau du foie. Donc le diagnostic qu'on a retenu, c'est une polykystose rénale récessive. Récessive pourquoi? Parce que l'apparition, elle est depuis la naissance et on a aussi une notion de consanguinité dans la famille. Non. Non. Alors, pour la conduite à tenir, c'était la mise en condition, la correction de l'hyponatrémie et la mise sous antihypertenseur. C'est un inhibiteur calcique. On a commencé par un inhibiteur calcique. Puis, puisqu'on avait un retentissement sur le cœur, on avait une HVG et la tension artérielle n'a pas été contrôlée. Donc, on avait besoin de mettre le malade sous IEC. Et puis, avec l'apparition des œdèmes et l'oligurie, on était obligé de mettre le malade sous l'Azilix. Donc, finalement, c'était une polykystose rénale. Alors, pour la polykystose rénale récessive, ça fait partie des anomalies rénales et des voies urinaires de l'enfant. Donc, vous pouvez voir ici qu'elle est peu fréquente par rapport aux autres malformations. C'est une maladie génétique rare qui est récessive, qui peut toucher le rein et le foie. Et le gène responsable, c'est le PKHD1. Au niveau du foie, ça peut donner une insuffisance rénale, une défaillance respiratoire. D'ailleurs, la défaillance respiratoire, très probablement, était liée à une hypoplasie pulmonaire, une hyponatrémie et une HTA.
Au niveau du foie, ça peut donner une maladie des canaux biliaires, comme le syndrome de Caroli, une hépatosplénomégalie, et l'écho rénal peut montrer des reins augmentés de taille, hyperéchogènes avec des microkystes, et l'échographie hépatique montre des ectasies des canaux biliaires, et le traitement de la maladie rénale et des symptômes hépatiques reste le traitement, c'est juste un traitement symptomatique pour l'enfant. Et dans 50% des cas, ça évolue vers l'insuffisance rénale terminale pendant les 10 premières années. Il faut dire également qu'il y a d'autres médicaments, mais qui sont beaucoup plus expérimentés chez l'adulte et dans le cas d'une polykystose rénale dominante, et on espère que ça peut être donné aussi chez l'enfant. Alors, juste un résumé des atteintes qui peuvent accompagner la polykystose rénale. Donc, les atteintes neurologiques, la dysplasie pleuropulmonaire, l'atteinte hépatique, les varices anales, tout ce qui est secondaire à l'HTP. Voilà. Donc, le troisième cas clinique. Alors, c'est un garçon de 15 ans qui n'a pas d'antécédents personnels ni familiaux, qui a consulté en octobre 2022 aux urgences pour céphalée. On a fait une TDM qui est revenue normale. En mai 2023, elle avait fait aussi des céphalées avec altération de l'état général. Et la troisième fois, il consulte aux urgences pour des céphalées pulsatiles, sans trouble de conscience, sans signe de focalisation et une tension artérielle à 170, 108, avec une fréquence cardiaque à 110 et un hémodynamique normal. Donc, prise en charge thérapeutique, Loxène en intraveineux, en SAP. Donc, c'est une urgence hypertensive. Donc, on a donné du Loxène en SAP. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher à l'examen clinique chez ce garçon? Donc, 3 épisodes de céphalée. 3 épisodes. Les bouffées moraux, oui. Exact, oui. D'accord. Donc, l'examen clinique de ce malade retrouve un amaigrissement, une fatigue, un souffle abdominal et carotidien gauche, une asymétrie des pouls inguinaux avec une cassure du poids. Voilà. Alors, quels sont vos diagnostics? Vascularite. D'accord. Au revoir. Alors, les examens à demander, puisque vous suspectez une vascularite. Les anticorps. ETT. D'accord. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va commencer d'abord par un bilan biologique. Donc, iono, fonction rénale normale, CRP élevé, VS élevé, une anémie A9 avec une anémie microcytaire, et il n'y a pas de protéinurie ni hématurie. On a complété par une radiothorax qui n'a pas montré d'anomalie au niveau du parenchyme pulmonaire, mais elle a montré une dilatation de l'aorte thoraco-abdominale visible. Donc, à l'écho-doppler, on a un épaississement circonférentiel de l'aorte qui oriente beaucoup plus vers une aortite et inflammation des artères mésentériques supérieures et des ostiomes rénaux. Juste pour les ostiomes, c'est là où ça bouche l'artère rénale au niveau de l'aorte. Donc les ostiomes, ils sont sténosés. On a 2 sténoses bilatérales au niveau rénal. Alors on a complété par une TDM thoraco-abdominale. On a objectivé un épaississement pariétal circonférentiel et régulier de l'aorte depuis sa naissance et jusqu'au niveau des artères rénales. On a une dilatation de la portion descendante, on a une sténose des artères rénales et une hypertrophie du VG. Voilà. Donc, les hypothèses diagnostiques, c'est une? Non? Donc, c'est une aortite inflammatoire avec sténose des artères rénales, c'est une artérite de Takayasu. Voilà. Donc, quelle est votre stratégie de prise en charge?
avant. Oui, mais avant le traitement. On va faire un bilan d'extension. Donc, on va chercher d'autres atteintes des autres vaisseaux. Donc, il n'y a pas d'atteinte cardiaque, ni pulmonaire, ni cérébrale, ni ophtalmologique. Et bien sûr, on va faire un bilan préthérapeutique. Le malade a reçu des bolus de sulmédrol, après du méthotrexate, et puis on a fait une chirurgie de remplacement de l'aorte avec réimplantation des artères rénales. Alors, l'artérite de Takayashu est une artérite, c'est une vascularite inflammatoire chronique, troisième cause de vascularite qui touche les gros vaisseaux. Et les critères, ils sont dominés par des anomalies angiographiques, par abolition d'un pot périphérique, une asymétrie de la pression artérielle au niveau des 4 membres, un souffle perçu sur le trajet d'un gros tronc artériel, une hypertension et bien sûr un syndrome inflammatoire au niveau du bilan. Donc on a dit qu'il y a une hypertension, céphalée, essoufflement et ça évolue par poussée, rémission. Poussée-rémission, c'est ce qui explique les multiples consultations aux urgences. Alors, l'écho Doppler permet de bien analyser la paroi vasculaire et l'angio IRM permet de chercher les sténoses, les dilatations, les épaississements de la paroi des vaisseaux et ainsi que des thrombies. L'angiographie conventionnelle, c'est le gold standard, mais son problème, c'est qu'il est irradiante. Il faut toujours chercher les complications comme les sténoses des artères rénales, les myocardites, les fuites aortiques et les anévrismes aortiques. Et le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie, les immunosuppresseurs et parfois on aura besoin de la chirurgie, soit par la pose de stent ou par des remplacements des vaisseaux. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que l'hypertension artérielle chez l'enfant, elle est souvent asymptomatique. Il faut toujours mesurer la tension artérielle annuellement chez l'enfant au-delà de 3 ans et surtout la consigner au niveau du carnet de santé, essayer de la recontrôler si elle n'est pas si elle est imprenable ou bien elle est élevée. Alors, toutes les hypertensions artérielles de l'enfant doivent être explorées. Parfois, le choix des antihypertenseurs doit être adapté à l'étiologie. Par exemple, si on a une sténose des artères rénales, il faut éviter les IEC. Et puis l'HTA, chez l'enfant, il faut le savoir, c'est le lit de l'HTA de l'adulte. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama des hypertensions artérielles de l'enfant. Moi, je vais commencer par poser 2 questions. Moi, j'aurais simplifié ce topo en parlant confirmer la réalité de l'hypertension, chercher le retentissement de l'hypertension, chercher l'étiologie de l'hypertension. Parce que là, on voit dans ce topo, il y a toute une partie des causes endocriniennes qui n'a pas été traitée du tout. J'aurais intitulé mon topo « Hypertension de l'enfant » à travers 3 observations. Parce que là, on occulte toute une partie de l'endocrinologie pédiatrique. Et avec ce cheminement, on va d'abord confirmer la réalité de l'hypertension, faire l'écho-cœur, l'écho rénal, le bilan biologique et chercher l'étiologie après. Donc, moi, sincèrement, j'aurais aimé que le sujet soit beaucoup plus développé que ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Juste vous demander, la maladie de Takayashu, elle n'est pas spécifique au sexe féminin ? En fait, il y avait tout qui plaidait vers la maladie de Takayashu. Et puis, en plus, c'est un malade, en fait, chez qui, initialement, on avait suspecté une tuberculose. Donc, la Takayashu tuberculose, on peut parfois trouver des associations. C'est pour cette raison qu'on était orienté vers le Takayashu. Par souci de temps, une dernière question, Dr Krennos. J'ai juste une question pour le cas clinique du nouveau-né G3 de vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu de diagnostic anténatal pour la polykystose rénale ? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait un diagnostic anténatal ? Dans le cas-là, normalement, que vous avez exposé, dans le suivi, est-ce qu'il n'y a pas de diagnostic anténatal avant ? Oui, il y avait un diagnostic anténatal par l'échographie. Et c'est un malade qui a nécessité une hospitalisation d'emblée. Donc, le diagnostic a été fait en anténatal dans votre cas clinique ? Oui, il était. Non, parce que vous avez exposé à G3 de vie, il a présenté un tableau clinique de. Non. H3 de vie. H3. D'accord. H3.
Pardon, je rajouterai quelques remarques. Je m'excuse pour la voix. Alors là, je voudrais préciser pour les pédiatres, nos amis pédiatres, une chose très importante, c'est de ne pas oublier le dépistage, la mesure de la tension artérielle chez l'enfant depuis le bas âge. Donc elle a parlé de certaines catégories qui sont prédisposées, et il y a certains patients pour lesquels on devrait le faire systématiquement, et on devrait avoir dans notre cabinet au moins 4 ou 5 brassards pour être adaptés à tous les enfants, à tous les périmètres. On sait, un brassard non adapté peut faussement rassurer ou peut faussement poser par excès un diagnostic d'hypertension artérielle. Ça d'une part. Alors là, il faut avoir toujours dans le cabinet, bien sûr, il y a des tableaux qui nous orientent, bien sûr, les cours pour interpréter. C'est des tableaux qui sont denses, avec le poids, la taille, le sexe, l'âge, le gabarit. Et là, il y a des tableaux simplifiés pour le dépistage pour chaque catégorie d'âge. Je crois que tous les pédiatres doivent avoir cet outil pour étiqueter une hypertension artérielle. Pour poser le diagnostic, il faut au moins 2 à 3 mesures à différents moments pour dire, et il doit tout être élevé, bien sûr mesuré dans des conditions qui sont adaptées, de repos de plus de 8 minutes. Il faut prendre la moyenne, pas une prise, mais 2 à 3 prises chez le même patient, et on prend la moyenne des 2 dernières prises pour éviter l'effet blouse blanche ou stress chez l'enfant avant de confirmer la tension. Une fois qu'elle est confirmée, on sait que les causes rénovasculaires sont les plus fréquentes. Donc dans ce cas, on fait une bandelette urinaire, une échographie rénale d'emblée avec un Doppler pour les causes rénovasculaires. Donc ça permet d'orienter vers à peu près 80% des anomalies. Et puis après, donc, si l'échographie rénale, Doppler et fonction rénale, etc., la bandelette urinaire normale, là on passe aux secondes catégories, c'est les causes endocriniennes. D'accord ? On n'oublie pas la coarctation de l'aorte chez l'enfant, parce que le diagnostic il peut se faire soit à la période néonatale, soit carrément au stade d'insuffisance cardiaque, vers un âge qui peut être vers la péri-adolescence. Ne pas oublier les populations à risque, les retards de croissance intra-utérin, les grands prématurés, les enfants avec des anciennes pyélonéphrites, avec des infections urinaires à répétition, les enfants qui ont des pathologies familiales rénales connues. Donc ça, il ne faut pas les oublier par rapport au dépistage. Et il faut que nos pédiatres, on insiste sur le dépistage dans la médecine scolaire. Comme on doit faire le dépistage de la vue, on doit quand même prendre une tension et faire une bandelette urinaire chez les enfants de la médecine scolaire. Et moi, dans ma pratique, j'ai eu une seule fois un dépistage qui a été fait à la ville de Hajj. Ils ont découvert une protéinurie hypertension artérielle et c'était une fille qui avait une insuffisance rénale qui était très avancée. Et c'était la première fois que la médecine scolaire dépiste un patient qui est silencieux. On sait très bien que la pathologie rénale est silencieuse et qu'on doit la guetter, surtout chez des populations qui sont à risque. La méthode oscillométrique, c'est une méthode de dépistage, mais toute hypertension suspecte par la méthode oscillométrique doit être confirmée par la méthode auscultatoire. Donc c'est comme ça qu'on fait, qu'on fait le diagnostic. Pour les courbes de l'hypertension artérielle, il y a des courbes américaines, il y a des courbes européennes et il y a des courbes internationales. Et là, une étude internationale qui regroupait à peu près 7 pays relevant des différents continents pour pouvoir avoir des normes internationales. Bon, nous, jusque-là, au Maroc, on utilisait les courbes qui étaient françaises, de Jean-Luc André, mais qui ne sont pas réellement adaptées à notre contexte. Mais on préfère avoir référence aux courbes et aux tableaux internationaux de l'hypertension artérielle. Et en même temps, il faut savoir que lorsqu'on mesure la tension chez un enfant, il faut avoir recours aux courbes de croissance correspondantes. C'est-à-dire, si je vais mesurer la tension et je vais utiliser les courbes de l'hypertension artérielle française, je dois avoir recours aux courbes de croissance françaises. Si je dois utiliser le tableau européen, c'est les courbes européennes. La seule chose, donc le seul bémol dans les courbes et dans les tableaux européens et américains, c'est qu'ils n'ont pas pris en considération l'obésité, le surpoids, et que toutes ces courbes ont été faites chez des enfants qui sont en poids normal. Donc là, il faut faire attention aux critères obésité pour pouvoir mieux interpréter. Et on préfère avoir recours aux courbes de croissance de l'OMS et aux courbes et tableaux internationaux de la tension artérielle. Merci.